Bé, Bête, Bess, Betsey, Betty. Tels furent les noms qui retentirent successivement dans le magnifique Oldenburg, une manie du frère Sam et du frère Sib d'interpeller ainsi la femme de charge du cottage. Mais, à ce moment, ces diminutifs familiers du mot Élisabeth ne firent pas plus apparaître l'excellente dame que si ses maîtres l'eussent appelée de son nom tout entier. Ce fut l'intendant Partridge, en personne, qui se montra, sa toque à la main, à la porte du hall. Partridge, s'adressant à deux personnages de bonne mine, assis dans l'embrasure d'une fenêtre, dont les 3 pans à losanges vitrés faisaient saillie sur la façade de l'habitation. Ces messieurs ont appelé Dame Bess, dit-il, mais, Dame Bess n'est pas au cottage. Où est-elle donc, Partridge? Elle accompagne Miss Campbell qui se promène dans le parc. Et Partridge se retira gravement sur un signe que lui firent les deux personnages. C'étaient les frères Sam et Sib, de leur véritable nom de baptême Samuel et Sébastien, oncles de Miss Campbell. Écossais de vieille roche, Écossais d'un antique clan des Hautes-Terres, à eux deux ils comptaient 112 ans d'âge, avec 15 mois d'écart seulement entre l'aîné Sam et le cadet Sib. Pour esquisser en quelques traits ces prototypes de l'honneur, de la bonté, du dévouement, il suffit de rappeler que leur existence tout entière avait été consacrée à leur nièce. Ils étaient frères de sa mère, qui, demeurée veuve après 1 an de mariage, fut bientôt emportée par une maladie foudroyante. Sam et Sib Melville restèrent donc seuls, en ce monde, gardiens de la petite orpheline. Unis dans la même tendresse, ils ne vécurent, ne pensèrent, ne rêvèrent plus que pour elle. Pour elle, ils étaient demeurés célibataires, d'ailleurs sans regret, étant de ces bons êtres, qui n'ont d'autre rôle à jouer ici-bas que celui de tuteur. Et encore n'est-ce pas assez dire, l'aîné s'était fait le père, le cadet s'était fait la mère de l'enfant. Aussi, quelquefois arrivait-il à Miss Campbell de les saluer tout naturellement d'un « Bonjour, papa Sam. Comment allez-vous, maman Sib ?» À qui pourrait-on le mieux les comparer, ces deux oncles, moins l'aptitude aux affaires, si ce n'est à ces deux charitables négociants, si bons, si unis, si affectueux, aux frères chéribles de la cité de Londres, les êtres les plus parfaits qui soient sortis de l'imagination de Dickens. Il serait impossible de trouver une plus juste ressemblance et dût-on accuser l'auteur d'avoir emprunté leur type au chef-d'œuvre de Nicolas Nickleby, personne ne pourra regretter cet emprunt. Sam et Sib Melville, alliés par le mariage de leur sœur à une branche collatérale de l'ancienne famille des Campbell, ne s'étaient jamais quittés. La même éducation les avait fait semblables au moral. Ils avaient reçu ensemble la même instruction dans le même collège et dans la même classe. Comme ils émettaient généralement les mêmes idées sur toute chose, en des termes identiques, l'un pouvait toujours achever la phrase de l'autre, avec les mêmes expressions soulignées des mêmes gestes. En somme, ces deux êtres n'en faisaient qu'un, bien qu'il y eût quelques différences dans leur constitution physique. En effet, Sam était un peu plus grand que Sib, Sib un peu plus gros que Sam, mais ils auraient pu échanger leurs cheveux gris, sans altérer le caractère de leur honnête figure, où se retrouvait empreinte toute la noblesse des descendants du clan de Melville. Faut-il ajouter que, dans la coupe de leurs vêtements, simples et d'ancienne mode, dans le choix de leurs étoffes de bon drap anglais, il apportait un goût semblable, si ce n'est, qui pourrait expliquer cette légère dissemblance? Si ce n'est que Sam semblait préférer le bleu foncé, et Sib le marron sombre. En vérité, qui n'eût voulu vivre dans l'intimité de ces dignes gentlemen? Habitués à marcher du même pas dans la vie, ils s'arrêteraient, sans doute, à peu de distance l'un de l'autre, lorsque serait venue l'heure de la halte définitive. En tout cas, ces deux derniers piliers de la maison de Melville étaient solides. Ils devaient soutenir longtemps encore le vieil édifice de leur race, qui datait du XIVe siècle, temps épiques des Robert Bruce et des Wallace, héroïque période, pendant laquelle l'Écosse disputa aux Anglais ses droits à l'indépendance. Mais si Sam et Sib Melville n'avaient plus eu l'occasion de combattre pour le bien du pays, si leur vie, moins agitée, s'était passée dans le calme et l'aisance que crée la fortune, il ne faudrait pas leur en faire un reproche, ni croire qu'ils eussent dégénéré. Ils avaient, en faisant le bien, continué les généreuses traditions de leurs ancêtres.
Aussi, tous deux bien portants, n'ayant pas une seule irrégularité d'existence à se reprocher, étaient-ils destinés à vieillir, sans jamais devenir vieux, ni d'esprit ni de corps. Peut-être avaient-ils un défaut, qui peut se flatter d'être parfait? C'était d'émailler leur conversation d'images et citations empruntées au célèbre châtelain d'Abbotsford, et plus particulièrement aux poèmes épiques d'Ossian, dont ils raffolaient. Mais qui pourrait leur en faire un reproche dans le pays de Fingal et de Walter Scott? Pour achever de les peindre d'une dernière touche, il convient de noter qu'ils étaient grands priseurs. Or, personne n'ignore que l'enseigne des marchands de tabac, dans le Royaume-Uni, représente le plus souvent un vaillant Écossais, la tabatière à la main, se pavanant dans son costume traditionnel. Eh bien, les frères Melville auraient pu figurer avantageusement sur l'un de ces battants de zinc peinturlurés, qui grincent à l'auvent des débits. Ils prisaient autant et même plus que quiconque en deçà comme au-delà de la Tweed. Mais, détail caractéristique, ils n'avaient qu'une seule tabatière, énorme, par exemple. Ce meuble portatif passait successivement de la poche de l'un dans la poche de l'autre. C'était comme un lien de plus entre eux. Il va sans dire qu'ils éprouvaient au même moment, 10 fois par heure peut-être, le besoin de humer l'excellente poudre nicotique qu'ils faisaient venir de France. Lorsque l'un tirait la tabatière des profondeurs de son vêtement, c'est que tous deux avaient envie d'une bonne prise, et s'ils éternuaient, de se dire « Dieu nous bénisse ». En somme, deux véritables enfants, les frères Sam et Sib, pour tout ce qui concernait les réalités de la vie, assez peu au courant des choses pratiques de ce monde, en affaires industrielles, financières ou commerciales, absolument nuls et ne prétendant point à les connaître, en politique, peut-être jacobites au fond, conservant quelques préjugés contre la dynastie régnante de Hanovre, songeant au dernier des Stuarts, comme un Français pourrait songer au dernier des Valois. Dans les questions de sentiments, enfin, moins connaisseurs encore. Et cependant les frères Melville n'avaient qu'une idée, voir clair dans le cœur de Miss Campbell, deviner ses plus secrètes pensées, les diriger s'il le fallait, les développer si cela était nécessaire, et finalement la marier à un brave garçon de leur choix, qui ne pourrait faire autrement que de la rendre heureuse. À les en croire, ou plutôt à les entendre parler, il paraît qu'ils avaient précisément trouvé le brave garçon, auquel incomberait cette aimable tâche ici-bas. Ainsi, Helena est sortie, frère Sib? Oui, frère Sam, mais voici 5 heures, et elle ne peut tarder à rentrer au cottage. Et dès qu'elle rentrera? Je pense, frère Sam, qu'il sera à propos d'avoir un entretien très sérieux avec elle. Dans quelques semaines, frère Sib, notre fille aura atteint l'âge de 18 ans. L'âge de Diana Vernon, frère Sam dit. N'est-elle pas aussi charmante que l'adorable héroïne de Rob Roy? Oui, frère Sam, et par la grâce de ses manières. Le tour de son esprit. L'originalité de ses idées. Elle rappelle plus Diana Vernon que Flora McIvor, la grande et imposante figure de Waverley. Les frères Melville, fiers de leur écrivain national, citèrent encore quelques autres noms des héroïnes de l'antiquaire, de Guy Mannering, de l'abbé, du monastère, de la jolie fille de Perth, du château de Kenilworth, etc., mais toutes, à leur sens, devaient céder le pas à Miss Campbell. C'est un jeune rosier qui a poussé un peu vite, frère Sib, et auquel il convient de donner un tuteur, frère Sam. Or, je me suis laissé dire que le meilleur des tuteurs doit évidemment être un mari, frère Sib, car il prend racine à son tour dans le même sol. Et pousse tout naturellement, frère Sam, avec le jeune rosier qu'il protège. À eux deux, les frères Melville oncle avaient trouvé cette métaphore, empruntée au livre du parfait jardinier. Sans doute, ils en furent satisfaits, car elle amena le même sourire de contentement sur leur bonne figure. La tabatière commune fut ouverte par le frère Sib, qui y plongea délicatement ses 2 doigts, puis elle passa dans la main du frère Sam, lequel, après y avoir puisé une large prise, la mit dans sa poche. Ainsi, nous sommes d'accord, frère Sam? Comme toujours, frère Sib. Même sur le choix du tuteur? En pourrait-on trouver un plus sympathique et plus au gré d'Helena que ce jeune savant qui,
à diverses reprises, nous a manifesté des sentiments si convenables. Et si sérieux à son égard? Ce serait difficile, en effet. Instruit, gradué des universités d'Oxford et d'Édimbourg. Physicien comme Tyndall. Chimiste comme Faraday. Connaissant à fond la raison de toute chose en ce bas monde, frère Sam. Et qu'on ne prendrait pas à court sur n'importe quelle question, frère Sib. Descendant d'une excellente famille du comté de Fife, et d'ailleurs, possesseur d'une fortune suffisante. Sans parler de son aspect fort agréable, à mon sens, même avec ses lunettes d'aluminium. Les lunettes de ce héros eussent été en acier, en nickel ou même en or, que les frères Melville n'auraient pas vu là un vice rédhibitoire. Il est vrai, ces appareils optiques vont bien aux jeunes savants, dont ils complètent à souhait la physionomie un peu sérieuse. Mais ce gradué des universités susdites, ce physicien, ce chimiste, conviendrait-il à Miss Campbell? Si Miss Campbell ressemblait à Diana Vernon, on le sait, n'éprouvait pour son savant cousin Rashleigh d'autres sentiments que celui d'une amitié contenue, et elle ne l'épousait point à la fin du volume. Bon. Cela n'était vraiment pas pour inquiéter les deux frères. Ils y apportaient toute l'inexpérience de vieux garçons, assez incompétents en de telles matières. Ils se sont déjà souvent rencontrés, frère Sib, et notre jeune ami n'a pas paru insensible à la beauté d'Helena. Je le crois bien, frère Sam. Le divin Ossian, s'il avait eu à célébrer ses vertus, sa beauté et sa grâce, lui appelait Moina, c'est-à-dire aimée de tout le monde. À moins qu'il ne l'eût nommé Fiona, frère Sib, c'est-à-dire la belle sans égale des époques gaéliques. N'avait-il pas deviné notre Helena, frère Sam, lorsqu'il disait « Elle quitte la retraite où elle soupirait en secret, et paraît dans toute sa beauté comme la lune au bord d'un nuage de l'Orient ». Et l'éclat de ses charmes l'environne comme des rayons de lumière, frère Sib, et le bruit de ses pas légers plaît à l'oreille comme une musique agréable. Heureusement, les deux frères, s'arrêtant là de leur citation, retombèrent du ciel un peu nuageux des bardes dans le domaine des réalités. À coup sûr, dit l'un, si Helena plaît à notre jeune savant, lui ne peut manquer de plaire. Et si, de son côté, frère Sam, elle n'a pas encore accordé toute l'attention qui est due aux grandes qualités, dont il a été si libéralement doué par la nature. Frère Sib, c'est uniquement parce que nous ne lui avons pas encore dit qu'il est temps de songer à se marier. Mais le jour où nous aurons seulement dirigé sa pensée vers ce but, en admettant qu'elle ait quelques préventions, sinon contre le mari, du moins contre le mariage. Elle ne tardera pas à répondre oui, frère Sam. Comme cet excellent Bénédicte, frère Sib, qui, après avoir longtemps résisté, finit, au dénouement de beaucoup de bruit pour rien, par épouser Béatrix. Voilà comment ils arrangeaient les choses, les deux oncles de Miss Campbell, et le dénouement de cette combinaison leur semblait aussi naturel que celui de la comédie de Shakespeare. Ils s'étaient levés d'un commun accord. Ils s'observaient avec un fin sourire. Ils se frottaient les mains en mesure. C'était une affaire conclue, ce mariage. Quelle difficulté aurait pu surgir? Le jeune homme leur avait fait sa demande. La jeune fille leur ferait sa réponse, dont ils n'avaient même pas à se préoccuper. Toutes les convenances y étaient. Il n'y avait plus qu'à fixer la date. En vérité, ce serait une belle cérémonie. Elle s'accomplirait à Glasgow. Par exemple, ce ne serait point à la cathédrale de Saint-Mango, seule église de l'Écosse qui, avec Saint Magnus des Orcades, ait été respectée à l'époque de la Réforme. Non, elle est trop massive, par conséquent trop triste pour un mariage, qui, dans la pensée des frères Melville, devait être comme un épanouissement de jeunesse, un rayonnement d'amour. On choisirait plutôt Saint-Andrew ou Saint-Enoch, ou même Saint-Georges, qui appartient au quartier le plus comme il faut de la ville. Le frère Sam et le frère Sib continuèrent à développer leur projet sous une forme qui rappelait plutôt le monologue que le dialogue, puisque c'était toujours la même suite d'idées, exprimées de la même façon. Tout en parlant, ils observaient à travers les losanges de la vaste baie ces beaux arbres du parc, sous lesquels Miss Campbell se promenait en ce moment, ces plates-bandes verdoyantes encadrant des ruisseaux d'eau vive, ce ciel imprégné d'une brume lumineuse,
qui semble particulière aux Highlands de l'Écosse centrale. Ils ne se regardaient pas, c'eût été inutile, mais, de temps en temps, par une sorte d'instinct affectueux, ils se prenaient le bras, ils se serraient la main, comme pour mieux établir la communication de leurs pensées au moyen de quelques courants magnétiques. Oui, ce serait superbe. On ferait grandement et noblement les choses. Les pauvres gens de West George Street, s'il y en avait, et où n'y en a-t-il pas, ne seraient point oubliés dans la fête. Que, par impossible, Miss Campbell voulut que tout se passât plus simplement, et, à ce sujet, faire entendre raison à ses oncles sauraient bien lui tenir tête pour la première fois de leur vie. Ils ne céderaient ni sur ce point, ni sur aucun autre. Ce serait en grande cérémonie que les invités, au repas des fiançailles, boiraient à la poutre du toit, selon l'antique usage. Et le bras droit du frère Sam se tendait à demi en même temps que le bras droit du frère Sib, comme s'ils eussent échangé par avance le fameux toast écossais. En cet instant, la porte du hall s'ouvrit. Une jeune fille, le rose aux joues sous l'animation d'une course rapide, apparut. Sa main agitait un journal déplié. Elle se dirigea vers les frères Melville et les honora de 2 baisers chacun. « Bonjour oncle Sam, dit-elle. »« Bonjour chère fille. »« Comment cela va-t-il oncle Sib ?»« À merveille. »« Helena, dit le frère Sam, nous avons un petit arrangement à prendre avec toi. » « Un arrangement. Quel arrangement ? Qu'avez-vous donc comploté, mes oncles ?» demanda Miss Campbell, dont les regards, non sans quelque malice, allaient de l'un à l'autre. « Tu connais ce jeune homme, monsieur Aristobulus Cyclo ? » ?»« Je le connais. »« Te déplairait-il ? » ?»« Pourquoi me déplairait-il, oncle Sam ? » ?»« Alors te plairait-il ? » ?»« Pourquoi me plairait-il, oncle Sib ? » Enfin, frère et moi, après avoir réfléchi mûrement, nous pensons à te le proposer pour mari. Me marier ? Moi, s'écria Miss Campbell, qui partit du plus joyeux éclat de rire que les échos du hall eussent jamais répété. Tu ne veux pas te marier, dit le frère Sam. À quoi bon ? Jamais, dit le frère Sib. Jamais, répondit Miss Campbell, en prenant un air sérieux que démentait sa bouche souriante, jamais, mes oncles, du moins tant que je n'aurai pas vu. Quoi donc ? S'écrièrent le frère Sam et le frère Sib. Tant que je n'aurai pas vu le rayon vert.